Bon, bah, écoutez, bonjour, et puis merci encore à l'IFSO d'organiser il y a 2 ans, la dernière fois. Alors, je suis censé, je termine, mais je ne sais pas si je pense pas conclure, évidemment, parce que d'abord, je n'ai pas été présent à toutes les conférences. Mais au-delà, c'est vrai que je m'adresse finalement dans ma conférence plutôt à l'adulte, qui est renvoyé à une position de bébé, avec certains mondes numériques, mais tout en sachant que nous savons à quel point il y a toujours un peu de bébé en nous, et que nous aimons bien parfois exprimer certains gazouillis. Maintenant on appelle ça des tweets, je crois, mais c'est vrai qu'il voilà, y a quelque chose qui fait que... Voilà. Alors j'ai voulu aller voir sur un moteur de recherche, alors j'ai pas de vidéo, parce qu'il y a 2 ans j'avais fait carrément un film, etc. Et j'ai commencé à regarder, j'ai tapé donc bébé et Facebook, il y a plus de 6 millions d'entrées, c'est énorme. C'est carrément un raz-de-marée, donc j'ai commencé à en regarder, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Hein, c'est épuisant de regarder tous ces bébés super beaux, qui sont là à faire des figures, à faire des choses incroyables, et avec les parents à côté. J'en ai vu une plutôt intéressante, où c'est une maman qui peut donner à manger à son bébé, mais a carrément scotché un portable sur le front, et qui lui donne à manger, et donc il est comme ça, distrait par l'image. Et bon, il s'avère que c'était totalement honteux, mais néanmoins, elle semblait arriver à capter son attention, puisqu'on parlait de l'effet des écrans, plutôt nocifs. D'ailleurs, je tiens à faire juste une petite remarque, puisque comme vous le savez, dans le rapport de l'Académie des sciences sur les écrans des enfants, on ne dit pas de télé avant 3 ans, mais par contre on dit oui, mais de la tablette tactile, il faut, hein, parce que ça le stimule cognitivement, ça va en faire un champion toute catégorie des compétences cognitives. Et c'est vrai qu'on rentre un peu dans cette idée que maintenant c'est quand même très à la mode de rentrer en CP en sachant déjà lire et écrire. C'est vrai qu'on est dans une dérive assez inquiétante. Je crois d'ailleurs qu'un comité de soignants avait écrit un article dans le Monde Tribune pour dénoncer cette tendance à vouloir surstimuler les bébés cognitivement. Alors c'est vrai que donc 6 millions, à peu près plus de 6 millions, et c'est vrai que quand vous regardez à peu près ce qui se regarde le plus sur Internet, en général ce sont les chatons, les chiots, hein, et les filles nues. Bon, alors le lien je ne sais pas, alors c'est pas des femmes nues enceintes, hein, c'est souvent plutôt à un autre niveau, mais surtout les chatons et les chiots. Alors les chatons c'est quand même très intriguant parce que je pense qu'on a affaire à peut-être un des meilleurs antidépresseurs qui existent. Vous n'allez pas très bien, vous regardez un petit chaton, un chiot qui fait des petites choses, c'est vrai, ça fait du bien, vraiment. Et j'ai un ami qui est militant communiste en grave dépression, qui d'habitude balance toujours sur Facebook des messages très en colère, et puis un jour il a balancé un chiot. Et je me suis dit, il va très très mal, sûrement, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a toujours cette idée qu'on a besoin de montrer des bébés. Alors, bon, néanmoins, je vais tenter d'être plus sérieux. Mark Zuckerberg, lorsqu'il a créé donc, Facebook, nous a dit, je veux de la transparence. Hein, il a dit, il faut tout montrer, tout dire. Ce qui a fait d'ailleurs que certaines personnes n'ont surtout pas voulu s'inscrire. Et on voit les ravages, hein, puisque comme vous avez pu voir avec le scandale de Cambridge Analytica, on s'est rendu compte qu'au-delà du fait d'être des produits, nous sommes aussi manipulés. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le tout dire, tout montrer, disons les choses, c'est un fonctionnement infantile. C'est le fonctionnement propre à l'enfant. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve tous, d'une certaine manière, à montrer de manière complètement banale ce que d'habitude, on pouvait raconter parfois honteux à sa compagne ou à sa famille. Et là, on se retrouve dans cette sorte d'hyper-transparence qui nous renvoie justement à ce tout petit enfant qui, sans pudeur, se ramène en érection dans le salon, alors qu'on a invité des gens très importants, et qui n'a pas encore compris qu'il faut, à un moment, qu'il y ait une forme de pudeur, sans forcément, évidemment, lui dire que c'est mal, mais lui dire que ça se fait dans sa chambre. Donc, nous sommes tous... personne ne diffuse sur Facebook des images masturbatoires, c'est interdit, mais d'une certaine manière, on est un peu là-dedans, dans quelque chose où finalement, il n'y a plus aucun filtre. Et dernièrement, je regardais comme ça le mur de Facebook, et je me suis retrouvé avec en effet des personnes qui marquent, alors c'est souvent assez courant, c'est-à-dire qui évoquent le nombre de kilomètres qu'ils ont fait en jogging, juste après une inondation, il y a des enfants qui sont quasiment en train de mourir, et juste après, une femme qui raconte à quel point elle a acheté des pompes qui sont super belles. Donc cette sorte de sans transition
nous renvoie à quelque chose d'assez d'ailleurs anxiogène, hein, je parle en tant que personne qui regarde Facebook, où on n'arrive pas toujours à faire des liens. Pour revenir à l'enfant, finalement, très rapidement, on s'est quand même rendu compte que l'enfant qui dit tout, au bout d'un moment, commence à prendre conscience que ça se retourne contre lui. Ça devient quasiment dangereux de tout raconter, et va développer le mensonge, et nous savons à quel point c'est super de mentir, parce que c'est une manière de s'autonomiser déjà dans sa capacité à ne pas tout dire. Et néanmoins, on nous rappelle à quel point il faut tout dire, tout montrer. Ça, c'était un peu au début de Facebook, et puis très rapidement, on a dit, oulala, faites attention, ne dites pas tout, surtout aux ados, hein, puisque ça va se retourner contre vous. Dans 20 ans, le DRH, il va avoir des photos de vous en train de vomir sur vos chaussures à une soirée super sympa, il ne vous embauchera pas pour ça. Bon, droit à l'oubli, hein, toute campagne droit à l'oubli, Nathalie Kosciusko-Morizet, il faut faire très attention. C'était paradoxal parce qu'on sait à quel point les adolescents veulent tout sauf qu'on les oublie. Donc on retrouvait dans un paradoxe qui fait qu'au bout du compte, on est maintenant arrivé non plus au bébé avec la couche sale, mais plutôt dans une couche éternellement propre. Hein, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde terriblement idéalisé. Facebook, c'est so amazing. On est dans quelque chose où on n'est que dans du fake news, mais du self-make news. C'est-à-dire, vous voyez, on évoque rarement la vérité, et il m'est arrivé à un moment de m'interroger, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, j'espère que personne ne le fait ici, mais beaucoup d'adultes montrent leur bébé sur Facebook. Hein. Je ne sais pas si Xanthi, mais néanmoins, non, Xanthi n'est pas là. Donc c'est vrai que... hein, elle peut mentir. Elle peut mentir, d'ailleurs. Non, je crois que je suis en contact avec elle. Néanmoins, je n'ai pas vu ça. Mais ce qui est vrai, c'est que quel est ce besoin de montrer son enfant, son bébé sur Facebook, alors qu'on ne lui a même pas demandé une autorisation à l'image, ce qui en soi quand même est plutôt scandaleux. Et puis au-delà, j'ai eu l'occasion d'avoir une amie qui n'arrêtait pas de poster des photos d'elle et de son bébé, de sa fille. Et il s'avère que je connaissais bien cette femme qui était terriblement absente, et qui, je pense, nous montrait une vitrine très idéale de ce qu'elle aurait imaginé, de ce qu'elle souhaitait. Donc c'était des instantanés comme ça, à l'image d'une photo qui, en général, nous renvoie toujours à un cliché du bon moment. Alors c'est vrai que cette question de cette idée que, finalement, on est tous tellement beaux, hein, comme un bébé, et c'est là où je trouve qu'il y a une chose assez étonnante, et j'aurais aimé vous montrer des captures d'images, mais disons les choses, je pense qu'on sait tous. Photo de profil sur Facebook, vous envoyez une nouvelle photo. Alors c'est vrai que ça concerne plus les femmes, j'ai rarement vu ça chez les hommes, mais ça peut se faire. Une femme qui poste une nouvelle photo de profil, j'ai jamais vu des réactions aussi étonnantes qu'on pourrait adresser à un bébé ou à un tout petit enfant. Mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es splendide, resplendissant, plein de cœur partout, et c'était terriblement rassurant. Et donc on voit à quel point cette sorte de réassurance narcissique sur le fait qu'il est beau, non pas du tout pour ce qu'il produit, mais simplement pour ce qu'il est. Et c'est peut-être là où se situe un des pièges terribles de Facebook, c'est que simplement, ce qui plaît, c'est pas du tout ce que je vais montrer, produire, puisque Facebook, dans son ergonomie, ne nous aide pas à être créatif. C'est rarement créatif, c'est pas un espace terriblement créatif. Et c'est là où peut-être se situe une des perversions, c'est entre ce tout montrer, ce tout dire, dans quelque chose de très idéal, on se retrouve à être tous, finalement, des tout petits enfants, des bébés, qui avons besoin, et c'est là où se situe une autre dimension étrange, eh ben, d'être accompagnés. Alors, ils appellent ça partager. Hein. Mais disons les choses, on veut être accompagné. J'ai comme ça une amie qui était venue sur Paris, qui, je pense, s'emmerdait franchement. Elle a pris à peu près 20 photos d'elle dans des squares. Bon. Et donc, on avait un peu cette idée d'un œil tiers qui serait là, un peu invisible. Et c'était des réflexions qu'on a vues sur la télé-réalité, c'est-à-dire, au fond, les parents sont derrière, quelque part, à rassurer, à l'envelopper et à liker, surtout. Hein, parce qu'il faut liker. Il faut liker, c'est peut-être là où se situe d'ailleurs une des dimensions assez étranges, c'est que l'ingénieur qui a inventé le like, qui est un Indien de Facebook, a fait un coming out en disant à quel point il avait inventé un monstre. Il avait inventé un monstre, au-delà des petites décharges de dopamine qu'on a à chaque like, il y a véritablement cette idée que, finalement, nous avons besoin de cette sorte de valorisation éternellement narcissique qui ressemble quelque part à peu près aux mêmes valorisations qu'un parent peut avoir lorsque, pour la première fois, un bébé nous fait un bel étron. Hein.
Alors, il ne dit pas je poste mon étron, mais d'une certaine manière, il est quand même dans cette idée qu'il faut qu'on poste. Donc, on poste, c'est quoi? On lâche quelque chose, hein, et finalement, on est dans un plaisir qui n'est plus celui de la rétention, hein, ce qui était avant la France, hein, vivons bien, vivons cachés, maintenant on lâche tout. Donc, on lâche les vannes de l'exhibitionnisme, un exhibitionnisme un peu anal, et qui fait qu'au fond, on se retrouve tous un peu à être valorisés sur ce que l'on poste, et le nombre de likes vient confirmer que c'est vraiment un bel étron. Bon, vous avez compris, je ne suis pas un grand fan de Facebook, mais néanmoins, voilà, c'est quand même une réalité dans laquelle on vit, même si, heureusement, les ados ont tous quitté Facebook, comme on le sait, mais surtout pour d'autres raisons, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient surveillés, et que, évidemment, le parent tel Big Father, Big Mother est là pour veiller au grain, faire attention. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que cette question de la surveillance du bébé est devenue quelque chose de fou. Je ne sais pas si ça a été évoqué ici sur les fameux chaussons connectés, j'ai été invité dernièrement à dîner où c'était des couples un peu geeks, on va dire, et finalement, la femme était toute la soirée avec son téléphone comme ça, et finalement, il y avait la température de son bébé, dans quel sens il se tournait, son rythme cardiaque. On était véritablement dans un service de réa néonate. Et d'ailleurs, elle disait « Ah, mais je suis vachement rassurée ». Mais sauf qu'elle le regardait toutes les 2 minutes. Et après, son mari dit « Oui, en plus, nous avons acheté des couches connectées qui m'envoient un tweet quand elle est pleine. » Et qui, en même temps, vous permet, évidemment, de savoir s'il n'a pas un problème urinaire. Donc c'est vrai que voilà, le numérique c'est le pire. Là on est vraiment dans cette sorte d'inquiétude, d'anxiété primaire qui fait que les jeunes mamans ont maintenant tous les objets pour être rassurées. Alors, bon, tout ça évidemment, est-ce que c'est un révélateur, un amplificateur, un facilitateur de ce que l'on est? Est-ce que à quel point ces gens qui inventent ces mondes-là, les architectes des mondes numériques, ne sont pas eux-mêmes en train de nous rendre dingues et finalement de nous empêcher quelque part de se tromper. De se tromper, peut-être comme le bébé qui lui apprend en se trompant, hein, puisque maintenant les dernières théories de Stanislas Dehaene, c'est que c'est en se trompant qu'on apprend, et on sait à quel point c'est important, et maintenant, ça nous empêche de nous tromper, voire même nous empêche peut-être de nous poser bonnes questions. Hier, je lisais un article sur l'art numérique où finalement, alors je sais pas, pourtant Picasso, je pense qu'il a dû connaître les ordinateurs, il dit « Moi, ce qui m'embête avec les ordinateurs, c'est qu'ils n'ont que des réponses. » Je trouvais ça très intéressant parce que justement, ils ne posent pas les questions. Et que finalement, nous posons les questions, mais il ne fait que répondre, d'une certaine manière, à des questions. Alors, c'est vrai que oui, la question de se dire à quel point est-ce que ces mondes-là ne deviennent pas des antidépresseurs parce que finalement, nous sommes avec des gens que nous connaissons, hein, puisque les amis qu'on vous propose sur Facebook, comme vous le savez, ont les mêmes intérêts que vous. Hein. Donc la différence n'existe pas. Donc nous sommes plutôt dans une sorte de crèche où il n'y a que des clones, hein, qui aiment les mêmes choses, qui aiment les mêmes dessins animés, et finalement, on se retrouve tous à être des petits chatons. Alors, bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Alors oui, j'aimerais quand même évoquer que avec cet objet-là, nous avons réussi enfin à avoir un doudou portatif, hein, évidemment, la question du doudou sans fil, qui est quand même en soi très très intéressant parce que nous-mêmes, adultes, on se retrouve avec un doudou. Alors normalement, le doudou est doux, c'est peut-être tout le problème du portable, et c'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si vous savez, vous avez des coques avec des petites choses toutes douces qui vous permettent vraiment de le caresser. Ah non, oulala, le vôtre il fait mal. Hein. Mais... donc c'est vrai que et finalement, le téléphone comme doudou sans fil nous montre bien, et on le voit très bien, à quel point, moi qui prends le RER tous les jours, nous sommes tous là, penchés dessus. Est-ce que ça viendrait en effet combler quelque chose de l'absence de l'autre, surtout que lorsque j'envoie un SMS à mon amoureuse et que je lui dis je t'aime, tu me manques, et qu'elle ne répond pas tout de suite, je me sens très profondément mal. Donc nous sommes aussi confrontés dans l'idée du bébé qui a besoin d'un sein tout de suite. Hein. Et comme nous le savons, nous sommes dans une société où de plus en plus le sein vient parfois beaucoup trop vite,
due à une forme d'anxiété qui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué, à travers un épuisement parental, parce que justement, on est un peu trop attentif, quoi qu'il arrive, au fait que si je poste sur Facebook, il faut que mon enfant sourie, et voilà. Et donc c'est vrai que cette question du doudou sans fil m'intéresse beaucoup, et j'ai beaucoup travaillé sur la question du tactile, parce que je pense que justement, une des puissances de cet objet-là, c'est le point de vue tactile. Au fond, 5 sens, 3 sens proximales, le toucher, le goûter, le sentir, qui nous renvoient d'emblée à la relation corps maternelle, le visuel et l'auditif, qui d'habitude renvoient à quelque chose qui est à distance. Nous avons réussi, grâce au tactile, à quelque part combler cette distance propre à l'image. Je peux enfin toucher l'image, je peux zoomer dedans, je peux en faire à peu près ce que je veux, donc je viens comme colmater quelque chose d'une angoisse liée au fait que l'image nous renvoie aussi à l'absence et à la distance. Et d'ailleurs, on sait que Freud, lorsqu'il nous parle du stade oral, évoque évidemment la perception, la sensorialité scopique, comme une manière de dévorer la mère, entre autres. Et finalement, cette sorte de surinvestissement de la perception visuelle est propre à notre société. Les études tout à fait scientifiques nous l'ont confirmé, entre autres le docteur Flynn, qui a montré que le QI non-verbal avait largement dépassé le QI verbal depuis maintenant 20 ans ou 30 ans. Isabelle Vieux-Delmont, du Centre des émotions, a montré que nous tenons de plus en plus debout, non pas grâce à notre oreille interne, mais par la perception visuelle. Donc on sait que ce surinvestissement de la perception visuelle est quelque chose est devenu tout à fait prégnant, et d'une certaine manière, on nous donne un biberon. Facebook est un grand biberon, dont j'ai parlé hier. Je passe directement au biberon, voire au sein, dans lequel on se nourrit allègrement. Et finalement, ça vient reposer la question du fait que nous, adultes, nous nous retrouvons parfois pris dans des situations de se demander à quel point nous ne sommes pas tous marqués, traumatisés, fixés à des stades de paranoïde, ou au-delà du paranoïde, de séparation, d'angoisse de séparation, parce que la question de se dire, est-ce que c'est parce que je suis seul derrière un écran que je me sens seul? Et c'est peut-être ça qu'on est en train de se rendre compte, c'est que beaucoup d'êtres humains se sentent seuls, et finalement vont trouver évidemment dans ce doudou quelque chose qui va venir pallier à une angoisse de séparation. Et ça, c'est une vieille idée, puisque finalement, déjà, Moïse et sa bande, quand Moïse est parti trop longtemps, vous savez ce qui s'est passé, ils ont construit le veau d'or. Donc la question des idoles et des icônes qui viennent rassurer sur l'absence est une très vieille histoire. Quand les iconophiles, les iconoclastes se sont battus pour savoir doit-on ou non représenter le Christ, le marketing iconophile a bien gagné, et ça a donné des très belles œuvres d'art du Christ sur sa croix, mais parce qu'on a besoin de manière, je pense, ontologique, de ce besoin de l'image comme une manière de rassurer sur l'absence. Sauf que là, nous avons un veau d'or portatif, mobile. Elle a eu un bébé, ça fait 2 ans, et elle a créé une page WhatsApp pour poster à peu près tous les jours, depuis 2 ans, 10 photos de son bébé. Donc je me suis évidemment désabonné là, il y a pas mal de temps, c'était totalement insupportable. Et alors, pour moi c'est très intéressant comme anecdote, parce que finalement, au-delà de la relation qu'elle peut avoir avec son bébé, bon, alors c'est vrai qu'elle est artiste, elle se produit sur scène, ok, donc elle est habituée quelque part à ce travail de mise en scène, et avec une dimension un peu narcissique sûrement, mais quand même, ça m'a rappelé un cas d'une maman qui me disait que ma fille est tellement belle, mais j'arrive pas à le confirmer avec ma peau, mes gestes. Donc, ce qui était en soi une pathologie assez inquiétante, mais au-delà, je me suis posé la question de ce besoin fou, irrépressible, que peut-être les millénials sont peut-être plus, mais c'est même pas sûr, on a de tout photographier. Ce besoin fou de tout photographier, et en se demandant si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Donc il y a un enjeu totalement existentiel dans le fait de tout photographier, et je me suis dit que justement, peut-être que l'explication de ces 2 ans de WhatsApp, 10 photos par jour, c'est une hypothèse, c'était justement en lien avec cette question d'un enjeu existentiel, de pouvoir exister dans le regard de l'autre. Donc c'est vrai que la question du stade du miroir, c'est pas tant la question, c'est que le père, je ne sais pas, puisqu'on évoque le regard de la mère avec une circularité, c'est peut-être plus justement l'écran. Alors,
D'ailleurs, un certain Serge a inventé le stade de l'écran, en soi c'est une très très bonne idée, c'est-à-dire de se poser la question à quel point justement à un moment on se retrouve avec un bébé qui n'existe plus, non pas forcément que dans le regard maternel, mais dans ce regard électronique. Parce que quand je prends une photo, je fais écran dans la relation à l'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même un questionnement sur ce besoin, c'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce que si je ne photographie pas la chose, est-ce que ça n'existe pas? Avec une autre dimension totalement intéressante, qu'un artiste dernièrement, ça date un peu au musée de Versailles, Kunz, hein, que tout le monde connaît un peu, avait donc produit dans une des salles un chien géant, un peu rose, et il a dit, non, non, ne photographiez pas mon œuvre, mais photographiez-vous devant mon œuvre. Et il a dit, et partagez ça sur mon site. Il a tout compris. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée que ce qui est important, c'est pas tant ce que je vois, c'est moi devant ce que je vois. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant où on se dit, où est l'œuvre d'art? Et Kunz a bien compris cette dimension de se dire que j'existe aussi avec l'œuvre, mais finalement médiatisée par cette fameuse photo que je vais poster. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on est en train de se dire que c'est terrible, cette génération-là, bon, nous-mêmes, on a été pris en photo, mais il fallait développer peut-être plus. Mais cet avènement des appareils numériques existe depuis maintenant au moins 20 ans. Mais c'est vrai que cette question de se dire que maintenant on nous donne la possibilité de le partager sans cesse, de le poster, nous repose la question au fond de l'enjeu, qui n'est pas simplement un enjeu de communication, mais existentiel, centré sur lui-même, narcissique, très narcissique, sur le fait qu'on puisse finalement... voilà. Donc en gros, moi, c'est un peu un exercice de style autour de la question de comment peut-être ces architectes du numérique, sans nous en rendre compte, est-ce qu'ils s'en rendent compte réellement, mais cherchent d'une certaine manière à nous pousser dans des processus de régression qui ne nous aident pas, régression mais pas simplement en tant que tout petit enfant, mais plutôt dans notre capacité à simplement penser la différence, à penser l'empathie par exemple, et au-delà de pouvoir envisager finalement ces fameux mondes numériques comme des espaces où il est possible de rencontrer l'autre. Alors, j'ai quand même envie de terminer pour dire que qu'il y a des possibilités tout de même qui sont un petit peu étonnantes et étranges, qui permettent peut-être de résister contre cela, alors qu'on a souvent eu tendance à les stigmatiser et à en faire des grands méchants. Pour moi, je pense que l'avenir de la résistance de cette dimension-là, ce sont les trolls. Je pense que les trolls sont de plus en plus nécessaires parce qu'ils remettent en question un système qui nous enferme dans des formes d'algorithmes de pensée. Et le troll, parfois, j'ai eu l'occasion d'en voir certains, qui ne sont pas là simplement pour embêter l'autre, mais simplement pour remettre en question un système établi qui est celui d'une sorte de gouvernance d'Internet dans lequel on n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup.